Salam alaikum Zoul, bonsoir. Alors, aujourd'hui, plutôt que de vous livrer l'habituel édito, je vais laisser parler un homme dont les puissants de ce pays ont brisé la carrière, la vie et celle de sa famille. C'est le témoignage d'un homme parmi tant d'autres qui n'ont pas pu obtenir justice et bien au contraire qui ont été broyés par cette même justice parce qu'ils ont osé dénoncer les abus et les violations du droit. Écoutez son témoignage et l'écouter et lui rendre justice, d'une certaine manière, puisque sa voix a été étouffée. Écoutez-le. C'est un cours d'Orly. Je suis âgé de 58 ans, étant le concepteur du transport médical terrestre à l'échelle nationale, appelé communément SAMI, celui de la protection civile et celui du ministère de la Santé. Étant le concepteur de la médecine d'urgence opérationnelle par la transposition de l'activité d'urgence médico-chirurgicale hospitalière sur le milieu extramuros, équivalente à la médecine de guerre ou médecine de catastrophe. Étant aussi médecin conseil, chargé du contrôle médical et audit financier. Diplômé en victimologie, concepteur de la première ambulance médicalisée algérienne mise en circulation le 15 juin 1991. Comme je suis à l'origine de plusieurs travaux médicaux, dont celui du projet d'évacuation médicale aérienne. Détenteur d'un diplôme d'études supérieures en gestion et planification management, option supply chain management. Médecin expert judiciaire et évaluateur en aviation civile, agréé par l'autorité de l'aviation civile. Je vous demande de me pardonner de dérouler ainsi mes titres, mais c'est juste pour permettre à vos téléspectateurs de mieux apprécier ce qui va suivre. Puisque vous m'avez invité, je vous en remercie, M. Bechenov, de parler de mes déboires avec la justice algérienne, tout en allant droit au but. En fait, j'ai eu des problèmes toute ma vie, tout simplement parce que j'ai refusé à chaque fois de tergiverser sur le droit et la justice dans le cadre de la noblesse de la mission médicale. Tout simplement parce que j'ai toujours dénoncé les abus et le mépris, qui est le fruit quotidien de tout Algérien. Cela a détruit ma vie et celle de toute ma famille. Et je ne vous cache pas qu'il m'arrive aujourd'hui de avoir été aussi intransigeant contre les méchants. Cela a commencé quand j'ai dénoncé l'implication de magistrats incriminés dans le dossier de pilote agricole faussaire, dont je ne cesse de subir les persécutions et l'harcèlement judiciaire pour tenter de mettre à l'abri des poursuites les faux pilotes. Ils ont réussi à noyer le poisson en instrumentant contre moi une justice qui se complaît dans la forme et qui sait manipuler le fond pour faire du mal de l'homme un balème et inversement. Puis comme ils n'ont pas pu me faire reculer, ils m'ont agressé physiquement très violemment. Une véritable tentative d'assassinat le 27 janvier 2016, un guet-apens avec 111 jours d'interruption de travail et des interventions chirurgicales. Malgré la gravité de cette tentative d'assassinat, mes agresseurs ont été acquittés. Quelle plus grande preuve que celle-ci? Le détournement de la justice. Mieux encore, un magistrat instructif qui ne coche même pas ses liens avec mon agresseur principal
a suggéré de me poursuivre en diffamation par la brigade de cybercriminalité comme un vulgaire voyou, après que la presse a relaté l'agression et le nom de mes agresseurs sur présentation de documents officiels, et ce en date du 20 et 22 février 2016, au moment où ma plainte a été reléguée aux oubliettes. Imaginez mon amertume et ma détresse devant un tel déni. À quelle porte frapper lorsque la justice se fait complice de criminels dans une tentative d'assassinat? Comment cela est possible dans un État qui se dit de droit? Quelle est cette impunité dont jouissent des magistrats qui brisent la vie de ceux qui défendent leur honneur et leurs droits? Pourquoi, malgré toutes mes actions et même la clameur publique dans cette injustice a soulevé la hiérarchie de ces magistrats, n'a-t-elle pas branché? Pourquoi les imams ont livré la fatwa contre les haraga n'ont-ils pas dénoncé un tel abus contre le droit des gens? Où est cette société civile, ces organisations de droits de l'homme, la confrérie médicale? Et le comble de tout ça, c'est parti de l'opposition devant de telles violations du droit. La question qui se pose maintenant, qui protège ces magistrats qui enfreignent la loi? Le droit des gens et le code d'éthique du magistrat, qui semble être mis aux oubliettes. Pourquoi cette partialité? Pourquoi ce mépris envers un médecin qui agit en son âme et conscience et en vertu des textes législatifs et des conventions ratifiées par l'État algérien? Pourquoi ces magistrats et ces hauts responsables ont-ils couvert une affaire criminelle, entreprise de régulation de faux pilotes, qui met la vie des passagers en danger et la sécurité aérienne? De quel droit usent-ils de leurs prérogatives pour couvrir la régularisation de pilotes qui ont été déclarés inaptes médicalement? Pourquoi toutes mes plaintes plus que fondées contre de hauts responsables de Sonatrach, du ministère de l'Énergie, de magistrats et d'officiers de l'ANP n'ont-elles pas abouti? Je finirai en vous déclarant que je tiens à la disposition de la presse tout un dossier sur tous ces questions. Et je terminerai en disant Hasbi Allah wa ni'mal wakil min qudat al-zalimin. Merci, docteur Hussein Kourdourli, expert judiciaire, évaluateur de l'aviation civile, médecin dont la vie a été broyée par les puissants et par la justice. Pour parler de cette affaire aujourd'hui et d'autres encore, d'une manière générale, de l'instrumentalisation de la justice et de l'institution judiciaire elle-même, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui 3 avocats. Nordin Ahmin, avocat. Saleh Dabouz, Nordin Ahmin, avocat et militant pour les droits de l'homme. Saleh Dabouz, avocat, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP, Union pour le changement et le progrès. Et donc, nous allons commencer par Nordin Ahmin. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Jamaldine. Merci à vos téléspectateurs. Merci. Nordin Ahmin. Oui. Alors, vous êtes vous-même donc au milieu d'une grosse affaire qui défraie la chronique en ce moment et fort heureusement pour vous, vous avez donc autour de vous beaucoup, très nombreux de vos confrères qui se sont solidarisés avec vous parce que le parquet de Gherdaya vous a monté une sorte de cabale. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer un peu de quoi il ressort? Bon, d'accord, j'essaierai de résumer. C'est une longue histoire. Bon, cela remonte à l'année 2014, plus précisément au mois de janvier de cette année-là. Donc, un citoyen habitant à Gherdaya est venu me voir pour déposer plainte contre X en relatant des faits bien précis, comme quoi son frère a fait l'objet d'une agression et d'un groupe de personnes, et cette agression, même
les services de sécurité, la police plus précisément, ont participé à cette agression. Donc, son frère est finalement décédé à l'hôpital. Avant de mourir, il a relaté à sa famille ces faits-là exactement. C'est comme ça que son frère m'a rapporté ça. Donc, j'ai rédigé une plainte que j'ai déposée auprès du parquet de Gargaïa, comme d'habitude. Au cours de l'année, la fin de l'année plutôt 2015. Alors lui avait parlé d'agression de la police contre son frère. De l'agression de la police contre son frère, c'est ça, oui. Son frère, lequel était décédé, c'est bien ça? Absolument. D'accord. Absolument. Ça, c'est établi. Hein. Il y a eu même une poursuite dans ce sens, mais c'est pas que la base de ma plainte. Hein. Il y a eu des condamnations, ainsi de suite. Donc, dire que j'ai présenté des fausses preuves, ça c'est vraiment relève de je ne sais pas quoi. Voilà, donc, oui. Oui, on vous écoute. Oui, d'accord, parce qu'il y a de l'écho, donc Oui. Alors, au cours de l'année, donc, comme j'ai dit, la fin de l'année 2015, la police m'a convoqué pour ça. Je ne savais pas pourquoi. J'ai été pour voir de quoi il s'agit. Et bon, il s'est avéré que cette convocation concernant cette affaire, je me suis dit, c'est pas un problème, voilà, cette personne est venue, en effet, j'ai déposé plainte, et voilà, et c'est tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cela prendra une autre tournure, c'est-à-dire au point de me poursuivre pénalement pour une plainte que j'ai déposée. Donc, au cours de l'année 2016, c'est au tour du juge d'instruction de me convoquer pour m'auditionner, chose qui a été faite en présence de mes avocats, donc d'un collectif aussi important à l'époque, même une quinzaine d'avocats que je remercie. Et voilà, je me suis dit l'affaire allait s'arrêter là, dans la mesure où on ne peut pas poursuivre un avocat, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche, Maître Ahmed? On me reproche, finalement, je me suis aperçu que le parquet a retenu comme chef d'accusation outrage à corps constitué et présentation de fausses preuves. Ah. Donc, c'est l'article 144 et 145 du Code pénal. D'accord. Voilà. Donc, mais on vous a dit, Maître Ahmed, on vous a dit que la personne qui vous avait constitué a nié vous avoir chargé de cette... Ça veut dire votre client est devenu votre victime, en quelque sorte. Tout à fait. C'est ça. On m'a dit que le client nie avoir eu affaire à vous, et il a nié le fait de me constituer. Donc voilà, c'est sur cette base, ils ont engagé une poursuite. Est-ce qu'il n'aurait pas subi des pressions pour retirer sa plainte et ne pas parler de la police? Est-ce qu'il, d'après vous, il n'aurait pas subi des pressions intolérables? Tout laisse à croire que c'est le cas. Tout laisse à croire que c'est le cas. Moi, je ne pense pas que cette personne est revenue sur ses dires de son propre chef comme ça. C'est pas, parce que c'était le cas. Il aurait été conseillé de faire le nécessaire convenablement. C'est quoi exactement? Le nécessaire convenablement, c'est quoi? C'est-à-dire, on va l'orienter vers le bâtonnat, vers le bâtonnat dont je dépends. On va lui dire, tu vas te plaindre auprès du bâtonnier de l'organisation régionale de l'avocat dont dépend Maître Ahmed. Et là, votre plainte suivra son chemin à coup sûr. Il y aura une ouverture, il y aura une enquête de la part du bâtonnat. Et comme ça, les choses seront clarifiées. Et si, par exemple, l'avocat dans ce cas de figure, dans ce cas précis, en effet, n'a pas été constitué, il risque des sanctions, profiter des sanctions disciplinaires. Et donc l'affaire a été engagée contre vous et vous vous êtes présenté aujourd'hui au palais de justice de Gargaïa.
En effet, mais avant ça, il y a eu, après l'instruction, le juge d'instruction a renvoyé l'affaire devant le D'accord? tribunal pénal. Oui. Et là, le tribunal, bon, je n'étais pas convoqué, je ne savais pas que l'affaire est passée devant le tribunal, donc je n'étais pas présent, bien sûr. Et il y a eu un jugement par défaut où le juge, il y a eu un pronom, elle m'a acquitté, donc il y a eu acquittement. D'accord. Alors voilà, donc à la suite de ça, le parquet, cette décision ne lui a pas plu. Voilà, donc il a fait appel contre cette décision et aujourd'hui, c'est justement l'audience a été arrêtée pour aujourd'hui, donc je me suis présenté et là j'ai décidé, dans la mesure où c'est les questions de l'exercice de l'avocat, voilà, c'est pendant l'exercice, c'est à l'occasion de l'exercice de la profession, je me suis dit, je me présente à la barre avec la robe. La robe d'avocat, pour bien montrer que vous étiez poursuivi en votre qualité d'avocat. Pas en tant que citoyen. D'accord, très bien. Et voilà. Finalement, quel a été le verdict? Le verdict, il y a eu le renvoi. Il y a eu le renvoi parce que le juge, en quelque sorte, ça ne lui a pas plu. Donc, il a trouvé un moyen pour s'échapper à cette situation, c'est celui de renvoyer l'affaire pour convoquer la victime. Mais moi, je ne comprends pas une chose, Maître Ahmed. Vous êtes poursuivi pour atteinte à un corps constitué. Or, votre victime, ce n'est pas les corps constitués, c'est votre client. De fausses preuves. C'est incroyable, c'est une histoire abracadabrante. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est des points qui ont été soulevés par le collectif d'avocats. Mes avocats ont soulevé ces points précis. Et ils n'ont pas hésité d'afficher leur étonnement. Eh oui, moi qui ne suis pas juriste, déjà, je vois ça, c'est tellement évident. Mais Maître Ahmed, restez avec nous. Nous allons parler maintenant de la justice d'une manière générale. J'ai le plaisir d'accueillir Zoubida Assoul, Maître Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP. Marhaba bik, merci d'être avec nous, Zoubida Assoul. Merci, Sylvain, merci pour votre invitation. Merci, c'est le plaisir est pour nous. Vos autres invités. Merci. Alors, écoutez. Oui, je vous en prie. Allez-y, vous voulez poser la question? Moi, je voulais savoir, d'abord, d'emblée, comme ça, vous qui êtes avocate et qui êtes présidente d'un parti politique, qui est très actif sur la scène politique, expliquez-nous un peu, Maître Assoul, qu'est-ce que vous pensez de l'institution judiciaire algérienne dans sa pratique de tous les jours, vous qui êtes au barreau tous les jours et qui savez un peu comment ça se passe? Écoutez, la justice ne peut pas échapper à la situation globale que vit le pays. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une justice indépendante, forte, où les magistrats exercent leur mission dans la sérénité et d'une manière impartiale, dans un environnement qui est totalement délabré. C'est-à-dire, vous avez des institutions qui existent sur le papier. Effectivement, quand vous lisez la Constitution, et notamment le chapitre qui est réservé au pouvoir judiciaire, vous allez constater que le pouvoir judiciaire est totalement indépendant. Oui. Et que le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais en fait, entre ce qui se dit dans les textes et ce qui se fait dans la réalité, il y a tout un monde. Les magistrats eux-mêmes ne sont pas vraiment indépendants. Et quand il y a des magistrats... Pourquoi vous dites ne sont pas vraiment indépendants? Moi, à votre place, je dirais ne sont pas indépendants du tout. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs et que la justice est totalement inféodée au régime et qu'elle fonctionne à l'injonction. Moi, je dis, et effectivement,
relativement, spécialement et précisément, pas totalement indépendante, parce que malgré tout, il y a des magistrats honnêtes et qui sont consciencieux et qui essaient d'appliquer les lois de la République et de n'obéir qu'à la loi et à leur conscience. Zoubidassou, je me permets de vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. On vous entend, mais pas très bien. Et je vois qu'il y a un numéro de téléphone fixe. Donc la régie va vous appeler plutôt sur votre téléphone fixe. Comme ça, on vous entendra mieux. Et je reviens à vous dans un instant. Salah Dabouz est avec nous. Merci Salah Dabouz d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs et aux invités. Merci beaucoup. Alors, Salah Dabouz, vous qui êtes donc avocat et président actif, très actif, de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, vous avez vous-même été pris à partie, vous avez eu beaucoup de problèmes pour l'exercice justement de cette défense des droits de l'homme. La justice algérienne, est-ce que nous pouvons dire que seuls les magistrats sont un peu dans cette attitude très négative où la corruption n'est pas absente, où l'instrumentalisation de la justice contre les mouvements de grève, les chômeurs, les politiciens, où on appelle la justice à laver qui on veut et à salir qui on veut, l'affaire Chekib par exemple. Est-ce que le corps des avocats n'est pas lui-même très affecté par cette gangrène? Comme a dit, je pense, comme a dit Maître Assoul tout à l'heure, elle a tout à fait raison, dans un ensemble qui souffre de beaucoup de problèmes, toutes les parties qui composent cet ensemble ne peuvent pas être épargnées. Aujourd'hui, les avocats souffrent de toutes les influences que subit toute la société algérienne. Vous avez l'exemple de mon confrère Ahmin et beaucoup d'autres avocats qui ont été poursuivis et qui souffrent de cette gêne d'exercer leur profession d'une façon convenable. Il y a eu, je crois, 34 avocats aujourd'hui qui se sont constitués pour défendre Maître Ahmin, mais ils se sont constitués pour défendre la profession. À travers Maître Ahmin, c'est la profession d'avocat qui a été convoquée devant la justice. Et moi, j'ai dit hier à Maître Ahmin, je lui ai dit, écoutez, ne pensez pas que c'est les juges qui vont juger les avocats. Moi, je propose que ce soit les avocats qui donnent leur version d'évaluation de ce système de justice à travers cette affaire. Et j'ai très très bien apprécié le geste de Maître Ahmin que j'appuie totalement, celui qui se présentait avec la robe d'avocat devant le juge. Et d'ailleurs, le juge a fait une réflexion pour lui dire j'aurais préféré, Maître Ahmin, que vous retiriez cette robe d'avocat pour signifier que vous présentez comme citoyen devant cette justice et de retraquer par Maître Ahmin tout de suite. Justement, monsieur le juge, je ne suis pas ici en tant qu'avocat, en tant que citoyen, mais bien parce que je suis avocat et je tiens à ce que vous voyez très bien que je suis ici en tant qu'avocat. Oui, mais... Donc, grosso modo, je dirais que la corporation d'avocats souffre énormément de cette crise de société d'une façon générale et de cette impasse politique dont est mis le pays par ce régime politique, parce qu'il m'a été donné d'observer presque la même affaire en Tunisie il y a de ça une semaine où une avocate était convoquée. Et j'étais agréablement surpris de voir d'abord une solidarité pareille à celle des avocats avec la consoeur tunisienne, mais de voir avec quel dévouement et avec un grand respect que les avocats étaient, c'est-à-dire comment les avocats étaient traités, et que le juge a respecté toutes les démarches. Et la consoeur en Tunisie, il y a eu une décision qui disait que la cause était irrecevable. Ce n'était même pas la relaxe,
هما يقولوا en tunisien يقولوا عدم السماع. La justice en Tunisie a refusé d'entendre la plainte du parquet contre une consoeur qui avait dénoncé la torture dans les prisons tunisiennes en 2011. D'accord, mais maître Salah Dabouz, pourquoi cet esprit de corps que je salue entre les avocats, l'esprit de corps entre les journalistes, l'esprit de corps entre les médecins, pourquoi empêche-t-il de montrer la face la plus sombre de votre profession? Moi, je sais très bien, comme tous les Algériens savent, que votre corps, le corps des avocats, n'est pas indemne de la corruption systémique qui ronge tout le corps de la justice. Pourquoi certains parmi vous qui sont intègres, qui sont engagés politiquement aux côtés des droits de l'homme, qui souffrent beaucoup eux-mêmes, pourquoi sont-ils solidaires de ces avocats véreux qui, dont certains sont connus pour être des courtiers des magistrats en termes de corruption, qui procèdent de cette logique? Pourquoi êtes-vous solidaire avec ces gens qui ternissent votre corporation et votre profession? D'abord, premièrement, quand vous dites des avocats véreux qui sont versés dans la corruption, etc., au départ, on a bien dit, Maître Essoul, moi-même, et je ne pense pas que les autres avocats vont nous contredire, que le corps des avocats est rongé par le mal qui ronge tout le pays. Donc aujourd'hui, vous avez des ministres qui sont accusés de corruption, non seulement en Algérie, mais à l'échelle internationale, mais vous avez des richesses transférées à l'étranger qui appartiennent à des ministres qui achètent à l'étranger. Et de l'autre côté, on entend dire qu'il y aurait des avocats qui versent dans des opérations d'intermédiaire de corruption. Je propose qu'on nous ramène des faits établis. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir ça, mais on n'a pas encore vu d'exemples éclatants comme c'est au niveau du gouvernement. Et que d'abord, ces juges qui sont corrompus, qui seraient corrompus, qu'on démarre les enquêtes par là. Parce que s'il y a un corrupteur, c'est qu'il y a un corrompu. Donc, il ne s'agit pas pour moi de défendre la corporation, mais je dirais tout simplement que vous êtes en train de parler d'un résultat. Moi, je préfère parler des causes. Et les causes, elles sont ce mauvais fonctionnement politique du système, de tout un système. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Nordin Ahmin. Nordin Ahmin. Comment faire pour essayer de comprendre ces mots qui affectent l'institution judiciaire, cette totale absence d'indépendance, cette soumission presque joyeuse au pouvoir exécutif, au régime tout simplement, c'est cet étalage de la corruption de certains magistrats qui sont très connus. Par exemple, à Alger, certains avocats sont très connus pour être très corrompus, pour être très riches, pour être très puissants, puisque le pouvoir s'en sert pour laver les gens ou les enfoncer, comme dans l'affaire Chakib Khalil, par exemple. Comment faire, d'après vous, pour essayer de lutter contre ça et rétablir l'institution judiciaire dans sa véritable vocation, celle d'une institution indépendante et très morale, j'allais dire? Nordin Ahmin? Nous avons perdu Nordin Ahmin? Il est avec nous. Nordin Ahmin? Allô? Est-ce que vous avez entendu ma question? Non, désolé, Jamal. Alors, je voulais savoir, je vous résume un peu, quoi faire pour lutter contre cette corruption qui ronge la justice algérienne et quoi faire pour la rétablir dans sa véritable vocation, sa véritable nature d'institution libre du pouvoir exécutif et libre des injonctions qui pèsent sur elle. C'est une question de très grande profondeur parce que le problème de la corruption,
ce n'est qu'un résultat logique, une conséquence logique de ce système lui-même qui est illégitime. C'est ça le vrai problème qui se pose en Algérie. Le problème, c'est la légitimité. C'est un pouvoir qui n'est pas légitime, donc il utilise les institutions de l'État pour perdurer et pour se maintenir de cette manière-là et de cette nature. C'est ça le vrai problème. La corruption, c'est que une conséquence logique de tout cela. Donc le vrai problème qu'il faut poser, c'est d'aller faire un changement et comment. C'est ça, et comme ça, pour arriver à un état de droit où il y aura une séparation des pouvoirs, et à ce moment-là, quand le pouvoir judiciaire aura son indépendance, et la corruption, ce sera vraiment une chose presque inexistante. Voilà le vrai problème, comment je fais les choses. Restez avec nous, Nordin Ahmin. Zoubida Essoul, vous-même et vos deux confrères qui sont avec nous aujourd'hui, semblez dire d'une certaine manière que le corps de la justice subit les mêmes contraintes que le reste de la société, que ça ne peut pas être différent, que la justice ne peut pas être parfaite dans un système complètement pourri, rangé. Est-ce que, d'après vous, la justice ne pourrait pas être plus que d'autres corps, plus que d'autres secteurs, plus que d'autres institutions, tout à fait exemplaire, parce que c'est sur la justice que pèsent tous les grands équilibres sociaux et politiques du pays? Absolument, c'est Jamel. Vous savez, moi, ma profonde conviction, c'est que la justice est la colonne vertébrale de la démocratie. Pourquoi? Parce que la justice est elle qui est garante des droits et libertés des individus et de leurs biens. Donc même si un citoyen peut subir des injustices de la part de l'administration ou des tiers ou de n'importe quel responsable, la justice est là pour rétablir tous les citoyens dans leurs droits. Seulement, pour qu'on en arrive à cette justice-là, il y a quand même des préalables. Le premier préalable, il faudrait que les magistrats eux-mêmes soient totalement indépendants et soient aussi protégés. Je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs qui a été révélée par une chaîne de télévision privée algérienne. Il y a 2 semaines de cela, je pense, 4 magistrats du tribunal de Rouiba ont été sanctionnés. Ils ont reçu des avertissements, 4 jeunes magistrats, parce qu'ils ont appliqué la loi vis-à-vis d'un citoyen qui s'avère un citoyen important, me semble-t-il. On ne sait même pas quel est son statut. Il a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la légalité et du droit, mais ce bonhomme-là n'a pas accepté. Et bien ces magistrats ont été confrontés à ce prévenu et qui a été libéré de la prison d'une manière très très secrète. Jusqu'à présent, les magistrats eux-mêmes ne savent pas comment il a quitté la prison et qu'il a été confronté à ces magistrats mêmes. Ils ont été sanctionnés pour manquement à leurs obligations. Donc, vous savez, c'est Jamel, un magistrat qui lui-même subit l'injustice, il ne peut pas rendre la justice. D'abord, on lui casse ses ressorts quand c'est un magistrat débutant, qui est plein peut-être de dynamisme, de volontarisme, qui a envie d'appliquer la loi, de n'obéir qu'à la loi, mais finalement, la machine de l'exécutif, parce qu'elle est là, elle est pressante. Dans notre système politique, il y a un seul pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Et la justice, dans l'esprit de ce pouvoir-là, elle est au service de l'exécutif pour sanctionner ce qu'ils veulent et libérer ce qu'ils veulent. Donc à partir de là, le magistrat ne peut pas être serein. Ou bien il va développer de la haine et des ressentiments qui vont se faire voir à travers ses décisions, ses comportements, comment il rend la justice, ou alors il va carrément être en marge. Moi, je connais plein de magistrats que j'ai connus depuis des décennies, qui ont été très courageux, qui ont essayé de faire face à ce type de pression qu'ils subissent,
mais ils ont payé le prix très très fort et très cher. Ils ont été marginalisés, rétrogradés, mutés, alors que la Constitution garantit aux magistrats d'être vraiment à l'abri de toute forme de pression. Mais pourquoi ne s'organise-t-il pas donc dans ce cas, ne se solidarise-t-il pas de façon à pouvoir revendiquer une pleine indépendance de la justice et exiger de ne plus être les outils et les nervis de l'exécutif ou du régime? Pourquoi ne réclament-ils pas plus d'indépendance eux-mêmes? Je vous remercie pour cette question parce que vous me tendez la perche pour parler justement de la situation des magistrats. Vous savez, depuis l'avènement du pouvoir judiciaire après l'amendement de la Constitution de 89, le premier statut de la magistrature a été élaboré en 89 suite à cet amendement de la Constitution qui a reconnu le pouvoir judiciaire comme un pouvoir et non plus comme une fonction. Depuis le temps, il y a un statut de la magistrature, il y a un conseil supérieur de la magistrature et il y a un syndicat. Vous savez, il y a un seul syndicat des magistrats qui est inféodé à l'administration, c'est clair et net. D'ailleurs, les magistrats ont tenté, il y a plus d'un an de cela, des magistrats, surtout dans les cours de l'Est, à Annaba en particulier, ont essayé de créer un deuxième syndicat parce qu'ils ont considéré que le syndicat actuel n'est pas à même de défendre les droits des magistrats et leurs revendications socio-professionnelles. Malheureusement, qu'est-ce que le ministère de la Justice, quelle a été sa réaction? C'est de sanctionner tous les magistrats qui ont osé dire on veut créer un autre syndicat puisque la Constitution reconnaît le droit syndical. Et ils ont été sanctionnés. Il y a même eu des chefs de cour qui ont été sanctionnés à la suite de cette tentative. Je vais vous donner un autre exemple d'un pays voisin. Le mois de janvier passé, j'ai été invitée par nos amis tunisiens où les femmes magistrates tunisiennes ont créé une association de femmes juges à l'instar de l'Association internationale des femmes juges. Je vous signale qu'un pays voisin comme la Tunisie, ils ont le syndicat des magistrats, ils ont l'association des magistrats, et ils viennent de créer l'association des femmes juges. Alors que chez nous, en Algérie, on se targue d'un état de droit, alors que les magistrats n'ont pas pu jusqu'alors créer un autre syndicat ou une association qui regroupe l'ensemble des magistrats qui sont mécontents de ce syndicat qui est là. D'ailleurs, son président est là depuis plus de 10 ans à la tête de ce syndicat et qui s'occupe de tout sauf de s'occuper des problèmes que subissent les magistrats et les pressions et de protéger leurs droits et leur formation et leur intégrité et leur impartialité. Donc c'est vrai, c'est un vrai problème. Et ça nous emmène vers quoi? Ça nous emmène vers le manque de volonté politique. Nous avons un pouvoir, comme je vous ai déjà dit, qui ne croit qu'en un seul pouvoir. C'est le pouvoir exécutif, c'est le totalitarisme. Et je reviens à vous. Il n'y a que lui et la justice est là à son service. Je reviens à vous dans un moment, Zobeida Assoul, pour parler à la femme politique, justement, pour essayer de savoir ce qu'est votre attitude de présidente de parti à l'endroit de ce grand problème, de cette grosse problématique de séparation des pouvoirs et ce que vous envisagez de faire vous-même dans le cadre de la pratique politique de votre parti. Nourdine Ahmine qui nous demande de le libérer parce qu'il est sur la route. Nourdine Ahmine, avant de vous libérer, d'après vous, vous qui êtes dans les droits de l'homme en même temps que dans la défense des gens qui ont affaire à la justice, comment faire pour informer la société civile à un moment où la presse ne remplit pas son rôle, il faut le dire, de certains dépassements, de l'enrichissement illicite et scandaleux de certains magistrats, sur la place d'Alger notamment? Comment faire pour empêcher la justice de rendre de la justice de nuit, comme ce fut le cas il y a quelques semaines de l'affaire Chekib Khalil qui a été blanchie dans un procès dont personne ne sait rien. Comment faire? Est-ce qu'il faut des lanceurs d'alerte? Est-ce qu'il faut créer un journal spécialisé? Est-ce qu'il faut recourir aux réseaux sociaux?
c'est possible. C'est un parti politique. Ouais. Nordine Ahmed, Oui, vous avez entendu ma question? encore une fois, désolé, ce n'est pas parce que Désolé. je suis sur la route. Oui, ce qu'on nous a dit. Alors, je voulais juste savoir Voilà, comment faire pour essayer de dénoncer ce qui se passe, porter à la connaissance de la société, de l'opinion publique, les graves dérapages, les graves violations du droit par certains magistrats qui reçoivent des injonctions politiques. Comment faire pour mettre en place une sorte de lanceur d'alerte pour prévenir l'opinion publique? D'ailleurs, le travail qu'on fait, c'est dans le cadre des lanceurs d'alerte. Donc, c'est de médiatiser au maximum, mais en même temps, il faut agir sur le plan international, alerter tout le monde de tout dépassement. Et c'est comme ça qu'on peut parvenir à réduire ce phénomène qui est gravissime, parce qu'on viole la loi, on vit aussi de tout le monde, et on présente les choses comme étant des choses qui sont dans le cadre de la loi. Et tout. Alors, par contre, si on utilise justement cette loi, les lois plutôt, et on utilise la justice à des fins bien précises, notamment politiques. Donc, cette situation, elle ne peut pas perdurer, ce n'est pas possible. Sinon, c'est la société elle-même qui sera touchée à la longue. Et on continue comme ça. Déjà, nous sommes dans une situation catastrophique. Voilà, donc, voilà, je ne sais pas, bien sûr, sincèrement, la société algérienne, sinon la société civile, malheureusement, n'est pas en quelque sorte à la hauteur. Et les supports médiatiques et tout, heureusement, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui jouent quand même de plus ou moins le rôle. Sinon, il y a beaucoup de choses à faire, même de notre côté. Hein. Merci Nordine Ahmed, nous vous libérons, donc vous êtes sur la route, vous étiez garé pour nous parler, je vous remercie pour votre participation et je reviens à Saleh Dabouz. Saleh Dabouz, je suis tenté de vous poser la même question, comment faire pour étoffer ce système de lanceurs d'alerte en l'absence d'une presse qui ne joue pas très bien son rôle, qui ne nous dit pas tout sur ce qui se passe dans l'institution, si tant est que nous pouvons l'appeler institution judiciaire. Comment faire, d'après vous, pour organiser la société civile de façon à pouvoir dénoncer et dénoncer encore les abus contre le droit des gens? Écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a une seule solution. C'est d'abord, il faut un environnement politique sain, correct, qui puisse permettre de faire tout ça. C'est-à-dire, il faut, comme a dit ma consoeur Assoum, il faut d'abord une séparation de pouvoir. Une seule personne ou un seul groupe de personnes, et peut-être même un groupe caché, encastré peut-être qu'on ne voit pas, n'a pas le droit de décider et d'influencer tous les rouages de cet État. Aujourd'hui, nous avons des textes dans la Constitution qui parlent de pouvoir judiciaire et pouvoir législatif, et même pouvoir exécutif, mais tout le monde sait que ce sont des pouvoirs entre les mains d'un seul petit groupe, et que peut-être on ne connaît même pas, et qui décide et influence directement, et donc il ne donne pas l'occasion aux bonnes volontés d'agir dans le bon sens. Alors il faut d'abord commencer par assainir cette situation, consacrer une séparation de pouvoir, après permettre à des compétences d'être au niveau de chaque groupe et que ces pouvoirs se contrôlent les uns les autres. En ce moment-là, on peut mettre des mécanismes de lancement d'alerte, de développement, de réflexion, de législation, etc., pour améliorer le rendement de chaque pouvoir. Mais sans un environnement politique favorable qui soit basé sur un système démocratique et sur les libertés fondamentales, un système démocratique, ce n'est pas seulement des élections, c'est la liberté d'agir politiquement, de former les associations des partis politiques et d'avoir accès aux médias d'une façon correcte pour expliquer son programme politique et puis vient
un process d'exposition de toutes ces idées devant le peuple et que le peuple puisse choisir librement ses représentants à tous les niveaux, en ce moment-là, on pourrait avoir Et justement, le mécanisme. justement, Salah Dabbous, Salah Dabbous, sur le plan pratique, oui. pourquoi vous ne mettez pas en place vous-même, par exemple, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, les avocats qui sont avec vous, défenseurs des droits de l'homme, pourquoi vous ne mettez pas en place un véritable observatoire qui soit vraiment indépendant, un observatoire de l'injustice, par exemple, qui dénonce les cas flagrants d'injustice, comme par exemple ces juges qui ont condamné Tamalt à la prison et qui l'ont conduit à la mort, et qui sont connus sur la place d'Alger. Pourquoi ne pas créer une sorte d'observatoire de ce type? Mais il existe, il y a des ligues, il y a des partis politiques, il y a des associations, il y a des personnes. Vous parlez, vous déposez une plainte comme a fait Maître Ahmed, ou vous faites une déclaration, que ce soit en groupe, en tant que groupe ou en tant que personne, vous êtes tout de suite séquestré, vous êtes tout de suite mis à l'écart, vous êtes tout de suite poursuivi. C'est-à-dire l'environnement n'est pas favorable et pourtant les gens encouragent encore de dire certaines choses, mais il faut comprendre que l'environnement n'est pas du tout favorable. Quand vous avez des avocats qui vont en prison ou des juges qui sont sanctionnés parce qu'ils auraient pensé à créer un syndicat, quand vous avez des cadres de l'État qui sont sanctionnés parce qu'ils ont laissé faire certaines choses, ils n'ont même pas agi. Alors vous comprenez que l'environnement n'est pas du tout favorable. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Salah Dabbous, je suis désolé de vous interrompre. Zoubida Assoul, donc je m'adresse à la femme politique, à la présidente de parti. Donc cette histoire de séparation des pouvoirs, sans laquelle, vous le savez très bien, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir de république, où il y a forcément captation des pouvoirs et leur manipulation par un homme ou par un groupe d'hommes, comme c'est le cas aujourd'hui. Comment faire, d'après vous, pour aller vers une vraie séparation des pouvoirs? Oui, ça, la séparation, elle existe sur les textes. Et moi, en tant que chef de parti, vous savez, lors de la consultation sur l'amendement de la Constitution en 2014, nous avons proposé un projet entier d'une Constitution, qu'on a appelé d'ailleurs la Constitution du changement, dans lequel on a proposé non seulement la séparation, mais l'équilibre. Parce que le problème qui se pose en Algérie, on va vous mettre dans la Constitution, ce qui est le cas aujourd'hui, de la séparation des pouvoirs, mais il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. Quand vous prenez la Constitution, vous remarquerez avec moi que tous les pouvoirs sont entre les mains du président de la République. Même le Premier ministre n'a aucun pouvoir. Le pouvoir législatif n'a aucun pouvoir de contrôle sur l'exécutif, sur la façon dont on gère les deniers publics, sur les malversations, sur la corruption. Quand vous voyez tout ça, nous on a proposé, on a dit il faut qu'il y ait non seulement la séparation, mais l'équilibre de pouvoir, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette suprématie du pouvoir exécutif sur les deux autres pouvoirs, qui sont le pouvoir législatif et judiciaire. Mais on a demandé mieux. Dans nos propositions, on a proposé que le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par un magistrat de haut rang qui soit élu par ses pairs. C'est-à-dire, on ne veut plus que le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par le président de la République. Parce qu'il est le premier magistrat du pays, il est le président de la République, il a le pouvoir de nomination, tous les magistrats sont nommés par le président de la République. On ne peut pas non plus encore lui donner la présidence du Conseil supérieur de la magistrature qui, lui, suit le cours et la carrière des magistrats dont les nominations, les mutations, les propositions, les dégradations, la discipline, etc. Et là, on va commencer à instaurer au fur et à mesure un rééquilibrage des pouvoirs de manière à ce que le pouvoir judiciaire puisse un peu avoir un tant soit peu, un peu plus de liberté, de manière à avoir cette indépendance
de n'obéir qu'à la loi et à sa conscience. Donc on a fait des propositions à ces Jamel. C'est pourquoi moi je m'élève parfois contre certains médias qui disent que l'opposition ne propose rien. C'est faux, c'est archi faux. Mais est-ce qu'il suffit de proposer, Zoubida Assoul, est-ce qu'il suffit de proposer des années 70 et qui ne veut pas se mettre au diapason du nouveau millénaire? Mais est-ce qu'il suffit de proposer, Zoubida Assoul, ou est-ce qu'il faut arracher le droit, l'obligation à ce régime d'instituer une véritable séparation des pouvoirs? Oui, absolument, ça je conviens avec vous. Vous savez, les propositions d'un parti politique sont multiples. Il y a l'action sur le terrain. D'abord, il faut travailler. Nous sommes parmi peut-être les rares partis politiques qui avons mis l'accent dans notre programme et notre vision sur la ressource humaine. On a mis l'homme au cœur de notre démarche. Parce que si vous n'avez pas l'adhésion du peuple, des citoyens dans votre programme, ça ne marchera jamais. Mais on veut dire aux citoyens, à travers notre travail que nous faisons sur le terrain, de dire, vous êtes, vous, les citoyens, les pourvoyeurs du changement. Si vous n'agissez pas, si vous démissionnez, vous êtes en train de faire durer la longévité de ce système. Il faudrait que le citoyen soit engagé et notre rôle en tant que politique, c'est d'expliquer aux gens l'importance d'un état de droit, l'importance de l'indépendance et de la force de la justice indépendante, parce qu'elle est la seule garante des droits et des libertés, et aussi elle est l'arbitre entre les différents pouvoirs quand un pouvoir dépasse ses limites et qu'il enfreint la loi. Zoubida Assoul, une dernière question. Le travail se fait sur plusieurs volets, le travail du terrain, la sensibilisation, les médias, les propositions écrites. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai fait une proposition quand les retraités de l'armée ont été empêchés de manifester sur la wilaya d'Alger, sur la capitale. Eh bien, j'ai fait une proposition à travers la page Facebook aux partis politiques qui sont représentés au niveau de la PN ou du Sénat, parce que nous, comme vous le savez, nous ne sommes pas dans le Parlement, donc on n'a pas participé aux élections, parce qu'on a considéré que la loi a été faite sur mesure pour les partis du pouvoir, et donc on a refusé d'aller participer à quelque chose qui était biaisé d'ores et déjà à l'avance. Et donc, j'ai fait un appel, j'ai dit, voilà, vous pouvez, vous, les partis politiques de l'opposition, maintenant, avec l'amendement de la Constitution qui existe, vous pouvez saisir le Conseil constitutionnel pour faire abroger ce décret qui interdit les manifestations pacifiques dans la capitale parce que c'est un décret anticonstitutionnel qui est en totale contradiction avec la Constitution et même avec la loi 90 sur les manifestations et réunions publiques. Donc vous voyez que nous faisons des propositions. Merci. Merci Zoubida Assoul. Nous avons débordé sur le temps de l'émission, mais je vais vous poser une dernière question. J'aimerais que vous me répondiez de façon très lapidaire. Est-ce que vous serez candidate au présidentiel de 2019? C'est pas moi qui décide si je vais être présidente ou pas. D'abord, on va voir un peu l'environnement, comment il va évoluer. Et en plus, le congrès qui se tiendra, c'est lui qui décidera si on doit aller aux élections présidentielles ou pas et dans quelles conditions. Donc, très bien. En temps opportun, je vous répondrai. Très bien, je vous remercie Zoubida Assoul, comme je remercie Salah Dabouz, Nordin Ahmin et Hassain Kourdourli. Khawa la khair, slama, et merci à vous d'avoir suivi cette émission.